Merci, chère Céline Béguin, pour votre invitation à participer à ce colloque dans le but d'éclairer l'assistance, si tout se passe bien, sur la nature réelle de l'intelligence artificielle. Une discussion quelque peu sérieuse de ses impacts ne saurait en effet se passer d'une compréhension, même approximative, de ses sous-jacents techniques qui se situent au niveau de la manière positive de créer des solutions à base d'IA, mais aussi de ses limites. Bien sûr, nul ne devrait se prévaloir de connaître tout sur tout et les spécialisations restent inévitablement des barrières étanches entre les domaines de la connaissance. On peut heureusement s'ingénier à creuser des tunnels, sans doute un ingénieur des ponts aurait dit construire des passerelles, en suscitant les questionnements que tout produit technologique ayant vocation à diffuser massivement dans les usages devrait appeler. C'était le préambule. Alors, sur l'intervenant, le peu qu'il y a à savoir sur moi vient d'être rappelé par Céline Béguin. Je suis ingénieur, j'aime bien les maths, ce qui est ressorti à la littérature également. J'ai beaucoup travaillé dans l'environnement bancaire et que je m'occupe de data et d'IA depuis de nombreuses années maintenant. Et je suis également l'auteur heureux d'un ouvrage assez épais sur le sujet. Cette présentation a pour but de vous familiariser avec l'intelligence artificielle à la fois sous son angle technique, c'est-à-dire au niveau de son fonctionnement, mais aussi critique. À mon sens, l'un ne va pas sans l'autre, car il n'y a que comme ça qu'on puisse définir les contours d'un objet, quel qu'il soit. Après avoir posé la problématique, tâche classiquement dévolue à l'introduction, nous verrons quelques définitions pour nous intéresser aux origines de l'IA et à ce qui se cache concrètement derrière ce joli nom, ce qui nous permettra de peser avantages et inconvénients de la méthode avant d'aborder avec d'effronterie une présentation pour le moins originale de la matière et conclure sur la question tant discutée de son éthique. L'IA. Selon les personnes interrogées, ça ne veut pas dire les mêmes choses. Il va donc falloir que nous nous entendions sur une définition commune. Si vous ne voulez pas vous ennuyer ferme pendant une heure, un peu moins. Pour le docteur Fioroaki Kitano, responsable de la recherche en IA chez Sony, d'après ce poste que j'ai soigneusement caviardé, tiens à conserver mes amis, c'est cela, qu'une IA puisse mener des recherches de manière autonome pour, pourquoi pas, obtenir un prix Nobel. Ici, le bon docteur, il ne le sait pas, se fait sévèrement recadrer par une juriste. Je n'ai pas pris cet exemple au hasard, je suis en histoire, c'est ça. Alors, s'il commençait déjà par ouvrir une porte sans se casser la figure, ça serait déjà un progrès. Jamais l'intuition humaine ne pourra être remplacée. Jamais. Le problème avec le poste initial, avec ce genre de communication plutôt, c'est qu'elle contribue à propager des fantasmes qui vont associer un certain nombre de craintes, à raison, dans le public. Et comme par exemple jumeler la découverte scientifique grâce à un nom qui parle de prix Nobel aux capacités futures de l'IA, parce qu'on vous promet toujours de vous raser gratis demain, c'est jamais pour aujourd'hui. N'est-ce pas le signe qu'une manipulation grotesque est à l'œuvre? Quel est le but des personnes avançant ces balivernes? Pourquoi sont-elles reprises? Est-ce de l'information? Un mot d'ordre, comme dirait le philosophe? En tout cas, grâce à ces fables, l'IA, c'est cela pour une partie de la population. Alors, là où se trompe le docteur Folamour, c'est que cette IA existe déjà. Bien sûr, si on avait dit à Arnold Schwarzenegger qu'il découvrirait des prix Nobel, même lui n'aurait pas cru. Pour d'autres personnes, l'IA, c'est cela. C'est un exemple d'un papier scientifique. Elle possède l'avantage de correspondre à une réalité, mais à un inconvénient majeur. Allez faire fonctionner la machine à fantasmes avec ça. Alors, à quoi reconnaît-on l'intelligence artificielle? Eh bien, quand vous avez conçu une macro dans un fichier Excel et que vous l'exécutez, avez-vous transformé votre fichier Excel en une intelligence artificielle? Peut-être que oui, ça dépend de la définition qu'on a adoptée. Mais on sent bien qu'une simple procédure automatisée ne devrait pas mériter le nom d'intelligence artificielle. S'il y a intelligence, c'est qu'il y a eu une petite étincelle en plus, n'est-ce pas, une agréable surprise dans l'obtention du résultat. Doublement même, l'obtention d'un résultat à partir d'une situation non triviale et la validité du résultat en lui-même. Est-ce que cette étincelle ne serait-elle pas d'avoir réalisé en fait un choix, ou plus exactement un bon choix?
Choisir la meilleure situation parmi un ensemble, et ce automatiquement, ça pourrait être ça, l'intelligence artificielle. Elle serait alors en mesure d'épauler, voire de remplacer un décideur, quel qu'il soit, dans les choix qu'il doit faire. Et regardez comme on voit déjà se dessiner une problématique de société. Ceci, sans on croire, secondé par ce travers qui pousse à vénérer un peu naïvement la science, que l'intelligence artificielle énonce vraiment la meilleure façon de faire, et donc on peut la laisser décider toute seule, soit on a conscience de la manière dont l'IA fonctionne, et alors on sait que la première position est intenable, et qu'au mieux, les artefacts d'intelligence artificielle ne pourront qu'épauler les décideurs qui conserveront in fine la responsabilité de leurs actes. Ouf. Alors revenons à la définition de l'IA. Je veux dire revenons parce que l'IA, ce n'est pas neuf. Dans son protreptyque, Aristote en parlait déjà. Ça, bien entendu, c'est une blague. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans les années 50, on en parlait déjà. Le vocable est anglo-saxon, américain, comme pour prouver que ce n'est pas parce qu'on fait des maths qu'on n'a pas le droit de marquer terre un peu. Je passe sur les exégètes très finaux qui vous rappellent au passage qu'intelligence en anglais, ça ne veut pas dire intelligence en français. Et Mr. Bean le sait fort bien. En tout cas, la définition sur laquelle on s'accorde de nos jours est la suivante. L'IA consiste à mettre en œuvre des algorithmes pour reproduire une tâche qui demande usuellement d'utiliser de l'intelligence, perception ou raisonnement. À peu près tous les termes de cette définition sont importants, alors je vous propose de les passer en revue un à un. L'intelligence artificielle consiste à mettre en œuvre. Bon, jusque-là, ça va. Il faudra voir ceci dit ce que recouvre concrètement la mise en œuvre des algorithmes. Premier terme important de la définition, un algorithme est une sorte de recette de cuisine, c'est-à-dire une liste d'étapes qui s'enchaînent, qui terminent, c'est-à-dire qu'une liste infinie d'étapes n'est pas un algorithme, et qui produit à la fin un résultat. Appliqué au monde des mathématiques, il s'agit d'une approche de type calculatoire. Revenons à notre phrase. Donc, des algorithmes pour reproduire une tâche. Alors, le mot produire est intéressant et là encore, il faudra s'interroger sur ce qu'il recouvre réellement. S'agit-il de simuler ou de faire exactement pareil? Tâche qui demande usuellement d'utiliser, c'est la partie facile de la définition, il n'y a rien à expliquer, de l'intelligence. Et comme on ne sait pas très bien ce qu'est l'intelligence, j'ai mis entre parenthèses deux exemples, a priori très éloignés, perception et raisonnement. Il peut vous paraître étrange que je rattache la perception à l'intelligence, parce que la perception, c'est l'activité sensorielle, par exemple la vue. Et c'est quelque chose qui semble direct, immédiat, sans intelligence. Bref, mais si vous prenez une image et que vous voulez pouvoir vous prononcer automatiquement sur son contenu, eh bien, on se rend vite compte alors que la vision est assez intelligente. Il ne surprendra personne, en revanche, que je place le raisonnement comme une illustration de l'intelligence. Certains pourraient même penser que ce sont des synonymes. Penser, raisonner, c'est exercer son intelligence. Et si on n'est pas intelligent, eh bien, on ne peut pas mettre un raisonnement valable sur pied. Les plus attentifs d'entre vous ont peut-être remarqué la circularité de cette définition, puisque je définis l'intelligence, certes artificielle, comme étant quelque chose qui reproduit l'intelligence. Avec la définition assez large que je viens de donner, on comprend que l'IA est affaire de mathématiques et d'informatique. Et vous sentez peut-être aussi qu'il y a plusieurs manières d'en faire. J'en ai distingué deux avec une dichotomie temporelle un peu forcée, puisqu'on utilise souvent les deux en même temps, mais c'est pour mieux marquer les esprits, avant et après. L'IA d'avant, c'est celle basée sur l'application stricte de la règle ou d'un ensemble de règles prédéterminées, connues à l'avance. C'est le schéma de gauche. Vous rentrez la règle dans votre ordinateur, et comme cette règle est tellement intelligente, c'est bien normal que c'est vous qui l'avez donnée, votre ordinateur, quand il la suit, eh ben, il a l'air intelligent. Donc là, l'algorithme, la règle qui permet de donner le résultat est écrite d'avance, et on est dans le domaine de l'explicite. Le paradigme nouveau de l'IA, l'après, c'est de ne plus programmer la règle ex ante, mais de la laisser trouver par l'ordinateur. C'est le schéma de droite. Évidemment, on ne laisse pas l'ordinateur chercher tout seul comme ça. On lui a donné au préalable des algorithmes pour ce faire, des règles donc.
qui sont des algorithmes d'optimisation. Un algorithme, c'est avoir comme une méta-règle, en fait, c'est-à-dire une règle à engendrer des règles, celles qu'on n'a plus besoin de programmer dans le paradigme de l'après. Vous me suivez? En apprentissage supervisé, celui qui donne les meilleurs résultats, on fournit des exemples labellisés. C'est pour ça que sur le schéma de droite, vous avez données et résultats. Et la labellisation, c'est ça. C'est-à-dire qu'on donne l'ensemble des deux à l'ordinateur pour lui laisser trouver la règle de classification. Le modèle obtenu, qui formalise cette règle trouvée, peut ensuite être appliqué sur de nouveaux cas non vus, c'est-à-dire qui ne faisaient pas partie de la base d'apprentissage, en inférence, comme on dit, pour fournir un résultat. Et le résultat sera probant si le modèle généralise bien, c'est-à-dire s'il a trouvé la bonne règle. La bonne règle à partir d'un nombre restreint d'exemples, vous l'avez compris, par rapport à tous les cas possibles dans la nature. Là, on est donc dans l'implicite. Cette manière de déterminer la règle de traitement par apprentissage sur une base de données s'appelle logiquement apprentissage automatique ou encore en anglais machine learning. Les personnes férues de philosophie de statistique vont vous parler d'une distinction entre les modèles déterministes et les probabilistes. Bon, c'est une distinction qui, dont les termes traduisent ce que je viens de vous expliquer. Avant, règle connue d'avance, explicite, déterministe. Après, règle déterminée par la machine à partir d'exemples, implicite, probabiliste. Mais l'après est également déterministe, car une fois que vous avez votre règle et que vous l'appliquez, eh bien, la même question donnera la même réponse, heureusement. Une machine, maintenant, qui suit des règles préétablies, à gauche, peut-elle vraiment être qualifiée d'intelligente? C'est douteux. En revanche, une machine est capable de trouver une règle de traitement efficace à partir d'exemples qui a implicitement déterminé cette règle. Voici qui commence à ressembler à de l'intelligence, n'est-ce pas? Avant de poursuivre sur les explications mathématiques, on peut reprendre le fil en se demandant d'où vient l'IA, ou plutôt d'où revient-elle. L'avènement de l'IA provient de trois événements majeurs, synthétiquement. La présence de données en masse, et pas étonnant que le vocable de Big Data ait été usité avant la remise au goût du jour de l'IA, puisque l'IA actuelle est indissociable des données. Il en fallait donc beaucoup, stockées dans des architectures qui permettent de les manipuler aisément, rapidement et en toute fiabilité. Alors, je n'ai pas trop le temps d'insister ici sur l'importance des données et les problèmes qui y ont trait, leur éventuel caractère personnel, la souveraineté, mais je pense que ces aspects seront traités par d'autres intervenants au cours de ce colloque. Peut-être juste un point, les données ont souvent besoin d'être enrichies, en particulier labellisées ou annotées. La donnée brute va ainsi être décrite essentiellement à la main. Tout à l'heure, je disais, on donne à la machine le résultat, et c'est bien cela qui est un exemple. La donnée et le résultat associé. Une photo de chat et l'information, ceci est une photo de chat, c'est-à-dire le label. Une puissance de calcul au top, comme deuxième parent, second parent, voilà, lui, il en aura trois, l'IA en aura trois sur ce slide. Donc, les réseaux de neurones, on parle souvent, existaient depuis longtemps, mais restaient cantonnés essentiellement au laboratoire de recherche ou à quelques rares sociétés innovantes dirigées par des PhD. Pourquoi? Parce que dès qu'on mettait 50 neurones en jeu, eh bien, les temps d'apprentissage étaient rédhibitoires. Et alors, encore une fois, les ados, ou plus précisément les gamers, ont sauvé le monde. Tous ces beaux jeux de PC, là, sur la photo de droite, nécessitaient, vous trouvez grâce à leurs yeux, de sérieuses ressources en calcul graphique et ont favorisé l'essor des cartes GPU, fournissant une puissance de calcul importante. Et je ne parle pas de la célèbre loi de Moore, qui veut qu'en quelques décennies seulement, votre ordinateur soit devenu très puissant. Bref, on a assisté à une démocratisation de la puissance de calcul et donc les algorithmes de traitement de données, gourmands en capacité, ont été rassasiés. Enfin, un marché mûr, la data science a également trouvé ses cas d'application au sein des entreprises, qui permet encore une fois de bien la démocratiser. Et où peut-on mettre de l'IA? Partout où vous avez des données et qu'il manque une certaine forme d'optimalité au processus exploitant. Encore ailleurs,
partout où vous avez des choses à traiter en masse et que vous ne pouvez pas faire, sauf à des coûts exorbitants. Quelles sont les utilisations pratiques de l'IA? Céline Béguin en a rappelé quelques-unes. Rappelez-vous, dans la définition que j'ai donnée, je parlais de perception. Eh bien, dans tous les processus d'entreprise pour lesquels on croyait qu'il fallait obligatoirement une personne, car il y avait besoin de regarder un document ou de surveiller une ligne de production, par exemple, pour prendre des décisions en fonction de ce que l'on voyait, un ordinateur est dorénavant capable de se charger de cela. Un ordinateur qui met en œuvre de l'IA se retrouve en mesure de faire de l'analyse vidéo. En fait, l'utilisation classique de l'intelligence artificielle porte sur la classification automatique. Encore une fois, ça vient d'être rappelé. Bon, alors là, je viens de parler d'images, mais il faut avoir conscience que ça fonctionne assez bien avec des textes aussi. Il faut se rendre compte, alors que l'on s'éloigne de la perception, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, puisqu'on est plus dans le visuel, on est dans quelque chose d'intellectuel. Parce que dès qu'on parle de prendre une décision à partir d'un texte, on est peu ou prou dans une sorte de compréhension de cet écrit, n'est-ce pas? En aparté, c'est de là que viennent les inquiétudes sur l'emploi. Car on pourrait se dire que si la perception et la compréhension sont automatisables, on n'a plus besoin des gens pour faire le boulot. C'est de là que vient le questionnement. Je referme la parenthèse. Revenons à nos textes. Alors, que peut-on faire avec? J'ai parlé de classification. Eh bien, on peut faire du tri, détectant les intentions présentes dans les messages, en repérant les fragments définis, des noms, des numéros, des dates, en analysant les pièces jointes, ce qui est une manière de combiner avec les approches visuelles dont je viens de parler. Et puis, on peut alors construire des propositions de réponse. Si les ordinateurs sont capables de manipuler le langage pour faire comme s'ils le comprenaient, cela ouvre aussi la possibilité de faire des chatbots enfin pertinents. On n'y est pas encore, il y a des progrès. L'utilisation de données Internet permet également la personnalisation de contenu. Alors, je sais, c'est le politiquement correct pour ciblage publicitaire. Mais il y a aussi les moteurs de recommandation, Netflix, Amazon. Quand vous avez besoin de faire des prévisions et que vous disposez d'historique, vous pouvez facilement obtenir un modèle maintenant. Et si en plus il fonctionne correctement, ça peut même vous ouvrir des perspectives commerciales. Les progrès en traduction viennent d'approches big data, et puis ça se voit. Si vous utilisez les traducteurs actuels, et si vous vous souvenez de ceux d'il y a seulement 10 ans, c'est le jour et la nuit. Moi, personnellement, j'adore le speech-to-text. Les banques vont adorer les outils de lutte contre la fraude. Les dictatures vont adorer la reconnaissance faciale. En intelligence artificielle, les praticiens, que sont les data scientists, vont se faire fort de vous produire un modèle pour répondre à votre problématique. Votre problématique peut être de repérer des chats dans des photos, quand on est la SPA, des tumeurs dans des radios, quand on est médecin, ou encore des coupables au sein de suspects, quand on est la police ou le juge. Vous voulez peut-être aussi créer un référentiel d'indemnisation en matière de réparation du préjudice corporel. À vous de voir. Mais au fait, qu'est-ce que modéliser? C'est une démarche scientifique ultra féconde, permettant d'appréhender le monde, de le comprendre, parfois, et d'agir sur lui, parfois aussi. Alors, pour ce qui en est du cadre, considérons un phénomène, qu'il soit naturel, social, biologique, etc. Supposons que ce phénomène réponde à une loi. Donc, il existe une loi F, telle que Y égale F de X, où X appartient à oméga, ce sont les variables d'état du système évoluant dans un espace grand oméga, Y étant défini comme la variable de cible, celle que l'on va chercher à expliquer à partir des X. Une première question que l'on peut se poser, cette loi F, que je viens d'introduire, est-elle bien définie? Représente-t-elle tout ce que l'on veut savoir du phénomène? Par ailleurs, il faut comprendre que la formulation même du problème de modélisation possède déjà un biais. Postuler l'existence d'une loi F, c'est faire preuve d'une vision essentialiste. Penser qu'il existe une loi expliquant les choses, dont l'agencement des choses dépend, n'est pas une hypothèse neutre sur le fonctionnement du monde.
Ça nous emmène bien sûr directement dans la question philosophique du déterminisme. Si les phénomènes sont régis par des lois aussi strictes, quelle place reste-t-il à la liberté ou au choix? Bon, de quels moyens disposons-nous pour déterminer F? Il y a deux grandes familles que j'ai indiquées ici. La méthode hypothético-déductive, typiquement celle de la physique, où l'on crée un cadre conceptuel en faisant des hypothèses et en validant la modélisation ainsi trouvée sur des résultats d'expérience. Il s'agit d'une approche visant à produire une théorie, et un certain nombre d'entre elles ont eu à s'écarter des observations directes des phénomènes afin de mieux les comprendre. Mais quand la situation est très complexe ou que l'on n'est pas face à un phénomène physique, comment fait-on? Eh bien, on peut utiliser une autre approche inductive qui cherche à tirer parti des données disponibles X et Y. C'est une approche de type phénoménologique et vous aurez compris que c'est l'approche retenue par le machine learning, par ce paradigme de l'intelligence artificielle dans l'après. Alors, on obtient quelque chose comme la formule là, qui est marquée en bas. Comme on n'a pas accès à la loi F, c'est celle qu'on cherche à déterminer, donc on se dit, oh, il y en a une loi qui régit un phénomène, mais on ne la connaît pas, eh ben, on va se contenter d'un modèle. Vous notez F chapeau, qui permet d'estimer F et donc d'estimer la cible, ou porte le nom de Y chapeau. Le calcul de l'équation représentant la loi, le modèle F chapeau, encore une fois, est fait à partir de ces X et des Y de la base d'apprentissage. Et d'ailleurs, ces X et Y, ils évoluent dans un espace qui est inclus dans l'espace oméga, mais qui n'est pas l'espace oméga tout entier. C'est bien normal, parce que d'abord, il y en a certainement une infinité, d'une part, on ne pourrait pas tout les collectionner, et d'autre part, en apprentissage supervisé, il faut le Y correspondant, la cible, l'exemple, eh bien, on n'a pas une infinité de constats enregistrés, parce que la labellisation coûte cher en temps. Alors, l'intelligence artificielle possède plus d'un tour dans son sac, figurez-vous. L'apprentissage machine dispose de plusieurs méthodes. On a déjà évoqué l'apprentissage supervisé, celui qui est dirigé par les exemples, mais il existe aussi un apprentissage non supervisé, où on ne donne pas à la machine le résultat prévu, on la laisse se débrouiller toute seule pour arriver à dire quelque chose à partir des données, et donc schématiquement à les trier toute seule. Enfin, il y a aussi un apprentissage dit par renforcement, classiquement cité, qui se supervise lui-même face à un critère de réussite échec. On rend compte effectivement que la partie droite des slides est un petit peu mangée. Enfin bon, ce n'est pas très grave pour la formule. L'apprentissage supervisé fonctionne très bien, en particulier en analyse d'image, et c'est l'exemple principal qu'il faut bien comprendre pour se donner une idée correcte de l'IA. Alors, dire que l'IA apprend à partir d'exemples, c'est juste. Mais ça n'indique rien sur la manière dont elle va le faire. Levons donc le voile. Le moteur de l'apprentissage supervisé repose sur un algorithme d'optimisation qui cherche à minimiser l'écart entre la réalité et votre base d'apprentissage. Heureusement, ça fait partie de la formule qui est centrale, on ne peut pas cacher. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que le Y, les informations exemptées que vous injectez et les prédictions Y chapeau du modèle en cours de constitution, un algorithme, donc j'ai bien une recette de cuisine qui converge, etc., va faire en sorte d'écraser, d'aplatir cette distance de sorte à former le modèle F chapeau. Et c'est ce mécanisme de convergence, de réduction de l'erreur qui vous constitue le modèle et qui est la partie algorithmique en fait, qui est à l'œuvre. Alors, je vais prendre un exemple pédagogique. Alors, vous avez de la chance, vous avez fait la formule très méchante et claire pour la décoration. On ne va pas s'en servir, si ça peut vous rassurer. Alors, d'un point de vue mathématique, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on va utiliser la même équation, donc y égale f de x, qui n'a pas été trop méchant quand même, mais dans deux contextes différents. Premièrement, pendant la phase d'apprentissage. Supposons, pour fixer les idées, c'est un exemple pédagogique, okay, que l'on pressente la forme de la loi F parce qu'on se dit que le phénomène devrait être localement linéaire, au moins.
une communication avec Mars peut-être. Et la forme de f chapeau est donc du type, donc j'ai dit linéaire, donc ax plus b, c'est une équation de droite. Trouver f, c'est déterminer les coefficients a et b. Parce que là, vous êtes d'accord. Et c'est à ça que servent tous les points x et y de la base d'apprentissage, trouver les meilleurs a et b, tels que f chapeau passe par le plus de points possible. Et ça y est, nous avons prononcé le mot magique, les meilleurs. Nous sommes donc dans un problème d'optimisation qui demande de minimiser un critère qui fournira les meilleurs candidats. Alors, pour une régression linéaire, c'était l'exemple du slide précédent, ce critère classiquement quadratique est constitué donc de la somme des écarts au carré entre la valeur réelle y et la valeur prédite y chapeau. Ça répond tout à fait à la formule générique que j'ai donnée. Et donc, le programme d'optimisation, c'est la formule là qui est à droite, qui est un petit peu coupée, et c'est pas très grave. Il se trouve que ce programme se résout de manière exacte. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir pris un critère quadratique. Bon, dans le cas général, il faut se représenter un problème d'optimisation comme une sorte d'hypersurface sur laquelle on cherche des extrémums. Un algorithme classique pour mener cette recherche, peut-être vous avez entendu ça, c'est celui dit de la descente de gradient. Alors, si on veut faire encore plus simple, prenons notre exemple de régression linéaire et supposons que nous n'ayons que 2 points représentatifs du phénomène linéaire qu'on cherche à modéliser. La base d'apprentissage est constituée de des points x1, y1 et x2, y2. Alors, les coefficients a et b de l'équation y égale à x plus b, de la droite passant par ces 2 points, sont donnés par le système linéaire, qui est à gauche, là, au milieu de l'écran. Et là, l'exemple est tellement simple qu'il n'y a pas besoin de faire d'optimisation, puisqu'il n'y a que 2 points. Il n'y a pas exemple d'algorithme, ceci dit, comme celui utilisé pour résoudre ce système d'équations, et on obtient donc les solutions qui sont le système qui est à droite. Et donc, on a trouvé l'équation de notre modèle. Il s'agissait de déterminer a et b, on remplace dans la formule y chapeau égale f chapeau de x égale x plus b égale machin. Pendant la phase d'inférence, qui est maintenant qu'on a obtenu notre modèle, enfin, on va pouvoir l'utiliser sur de nouveaux entrants x pour lesquels nous ne connaissons pas la valeur de y. Il suffit de la prédire par y chapeau égale f chapeau de x. Voilà, tout est déterminé. Et on voit qu'on est dans la situation inverse de la précédente. C'est-à-dire que pendant la phase d'apprentissage, on utilise les points connus pour déterminer f chapeau, et pendant la phase d'inférence, c'est-à-dire l'usage du modèle, on utilise f chapeau pour déterminer la valeur de sortie du phénomène, la cible y chapeau. Oui, mais tout cela est évidemment trop beau pour être vrai. Le physicien Eugène Wigner a eu un mot resté célèbre dans un de ses articles, la déraisonnable efficacité des mathématiques en sciences. Le fait que le réel se laisse si bien mathématiser et expliquer par ce formalisme laisse en effet songeur. Ce nonobstant, la réduction du monde par une modélisation ne capture pas toute la réalité. Ce que j'ai illustré avec ce schéma rose là, d'un cylindre, objet 3D, dont la vision latérale nous montre un rectangle et celle qui le surplombe un disque, 2 figures fort différentes. La réduction sur un axe, ici un plan 2D, non seulement donne des résultats différents sur la direction prise, mais perd aussi des informations peut-être essentielles, le côté 3D de la chose, par exemple. Alors, même si le protocole s'avère redoutablement efficace, dit celui, surgissent des limitations héritées des statistiques. Sciences tutélaires de l'apprentissage machine, citons-en 5. Alors, premièrement, apprendre n'est pas sans biais. Comme f chapeau va dépendre des x et des y d'apprentissage, il faut soigner leur sélection. Mais de toute façon, soigner ou pas, il est peu probable qu'il n'y ait pas de biais. Ça voudrait dire qu'on a été capable de traiter tout l'ensemble oméga, tout l'ensemble des possibles. Ainsi, on ne peut pas exclure le raisonnement de la cité. Deuxièmement, induire n'est pas déduire. L'utilisation de f chapeau à des fins prédictives sur de nouveaux x
procède de ce que l'on appelle l'inférence statistique. On a trouvé une loi à partir d'un échantillon de la population et on va l'appliquer sur d'autres représentants de cette population, donc les X hors de la base d'apprentissage ou les X du futur, en supposant que notre loi reste correcte. C'est ça l'inférence. Il s'agit donc d'un mécanisme qui procède par induction et non par déduction. Empiriquement, ça fonctionne très bien, mais c'est plus hasardeux. Troisièmement, prédire, mais pas comprendre. La décision à partir de règles implicites et sans compréhension du phénomène sous-jacent procède d'une part de confiance aveugle et peut s'avérer peut-être dangereuse. En effet, la démarche inductive diffère de la démarche de théorisation sur un point fondamental. Si le modèle F-chapeau vous autorise à faire des prédictions, vous donne-t-il la compréhension du phénomène qu'il décrit? L'explique-t-il? Bien sûr que non. Ainsi, pour son utilisation, donner sa confiance en tenant compte des limites, c'est une chose, mais faire preuve d'une croyance pure et simple en un dogme en est une autre, n'est-ce pas? Quatrièmement, corrélation n'est pas causalité. Finalement, toutes les données à disposition ont été corrélées entre elles par des algorithmes, souvent de manière très fine, très complexe. Nous pensons aux milliers, voire dizaines de milliers, centaines, je ne sais pas, de paramètres d'un réseau de neurones. Et le modèle F-chapeau dont on hérite synthétise ces corrélations. Corrélation et non causalité. C'est suffisant dans la plupart des cas. En effet, si on sait que A implique B, si quand on a A, que B est toujours dans les parages, c'est une corrélation. Alors, du coup, quand on cherche B, la recherche de A peut suffire. Condition suffisante. Mais pas nécessaire. En outre, rien n'interdit de penser que B est antérieur à A et qu'il en est même peut-être la cause. D'ailleurs, on peut voir ça comme une variation sur le thème précédent, dire que deux phénomènes sont liés suffit pour prédire, mais pas pour expliquer, et donc ne dit rien sur leur éventuel lien causal. Ah oui, j'oubliais, il n'y a pas que des corrélations dans la vie, il y a aussi des coïncidences. Dernier item, la carte n'est pas le territoire. D'une manière générale, l'acte de modélisation, même quand il donne des résultats époustouflants, ne doit pas se départir d'une nécessaire prise de recul sur son succès. Comme le dit l'adage, la carte n'est pas le territoire, doublement. Tout d'abord, les enregistrements numériques ne sont qu'une vision parcellaire d'une réalité complexe, comme vous le savez. Et ensuite, la mise en équation du monde est une description du monde, mais pas le monde lui-même, sans parler qu'elle ne rend pas compte des questions principales y ayant trait, les questions métaphysiques peut-être. Avec une modélisation par machine learning, vous comprenez qu'on a donc une carte carrée, si j'ose dire, qui nous éloigne d'autant plus du territoire. Cet écart entre le monde et ses représentations est même démontré en mathématiques avec le très commenté théorème d'incomplétude de Gödel. Avec son nom forgé sur l'enclume du marketing, l'intelligence artificielle n'a pas de problème pour faire parler d'elle. Par ailleurs, les personnes dont c'est le métier n'hésitent pas à vendre monts et merveilles, trouvant parfois dans une forme appauvrie de communication, on va dire, un excellent médium. Les feuilles de chou qui vous disent qu'il y a à détecter ceci, il y a à repérer cela, quel drôle d'expression à la fin, puisque ce serait comme de dire un marteau a planté un clou, pour exprimer que j'ai planté un clou avec un marteau. Vous comprenez que l'IA ayant ses marketeurs, je n'ai pas besoin de reprendre la vedette. Pour ma part, je suis plus intéressé à voir les endroits où l'IA peut apporter des choses positives, tout en étant consciente que cela signifie. Ça demande donc d'en connaître les limites afin de savoir précisément dans quel cas on peut recommander l'usage de l'IA et dans quel cas il vaut mieux l'éviter. Voici donc une sélection de présentations anti-marketing de l'IA. Alors, la vignette qui est cachée à droite, c'était trop dur la peau des mythes. Mais alors, je vends un peu la mèche. La prétendue neutralité de la technique, bon, voilà, ça vous donne déjà un peu mon opinion sur la question. Mais enfin, quelle bonne idée, si je veux faire l'avocat du diable, ce serait de enfin confier les jugements, par exemple, à rendre à une IA.
débarrassé des biais humains dont souffrent potentiellement les juges, car l'IA, pur outil mathématique, désincarné, donc neutre, se basant sur des données nombreuses, représentatives, neutres par nature, ne pourra pas rendre de décision inique. D'ailleurs, il est bien connu que le mal vient de l'humaine nature, tandis que la technologie elle-même est parfaitement neutre. Le meilleur des mondes porte donc bien son nom, sauf qu'il y a un problème. Cette IA au pH neutre n'existe triplement pas, et je m'en vais vous le démontrer. Alors, nous avons 3 étages, on va commencer par le dernier, afin que l'édifice ne s'effondre pas sur nous directement. Alors, les données. Bien sûr qu'un ancrage réaliste est intéressant dans la description du monde, mais la donnée se prend plus qu'elle ne se donne. Les données sont avant toute chose une construction dans la pensée, les grandeurs à capter, construction dans l'appareil de mesure pour se faire, avec les erreurs qu'il comportera, leur collecte, leur enregistrement, construction encore, leur sélection, construction, et les plus hardis d'entre nous diront même construction sociale. Bref, la donnée issue d'une mesure, quelle qu'elle soit, loin d'être un parangon d'objectivité, reflète ce que l'on a décidé de retenir de phénomènes pas toujours mesurables. Je résume les problèmes. Premièrement, vous n'avez pas choisi forcément les bonnes. Deuxièmement, pour celles que vous pouvez avoir, il y aura sûrement des erreurs. Et troisièmement, votre collection est très pauvre en regard de la complexité du monde. Adieu donc l'objectivité des données. Étage du dessous, les algorithmes. Alors, outre le fait qu'ils ne sont qu'une recette inventée par l'homme, peuvent donc contenir aussi leurs petits défauts, il n'existe pas d'algorithme général surclassant tous les autres. Il n'y a pas de recette magique qui marcherait à tous les coups, et donc, en quelque sorte, pas d'absolu. Par conséquent, que du relatif. Et ce n'est absolument pas pour nous étonner, puisque les mathématiques elles-mêmes ne peuvent être basées sur un noyau dur prouvé par les mathématiques mêmes. C'est une des significations du théorème de Gödel que je mentionnais tout à l'heure. Alors attention, on s'entend bien. Je ne prêche pas le relativisme ou des choses du genre ah, 1 plus 1, ça ne fait pas toujours 2, ou que les sciences ne seraient qu'une opinion parmi d'autres, au resco referens. Non, je dis juste que si on se donne la peine de s'interroger et d'aller au fond des choses, les certitudes deviennent plus difficiles à saisir. Plus difficiles à saisir. Mais bon, sans invoquer des considérations anciennes des fondements des mathématiques, il y a plus simple. Il existe des démonstrations fausses dans lesquelles l'erreur ne se laisse pas débusquer aisément. Donc, qu'est-ce qui vous prouve qu'un algorithme est correct, qu'il fait bien ce qu'il prétend faire? Bah, rien. En plus, lorsque celui-ci est complexe, il fait des milliers de lignes de code, par exemple, ou quand vous avez décidé de faire de votre modèle de machine learning un nouvel algorithme, so far so good pour la neutralité algorithmique. Au rez-de-chaussée, les technologies, ces inventions créées par l'homme qui seraient dévoyées quand une chose telle qu'elle soit peut être utilisée en bien ou en mal et n'est pas méchante en elle-même. Encore une fable. Les technologies, en tant que construction, résultent d'une volonté de pouvoir sur l'ordre des choses et leur naissance est donc intimement liée à cette volonté, ce qui fait que leur origine n'est pas pure, mais déjà orientée dans leur usage, en bien ou en mal. Il n'est d'ailleurs pas très compliqué de penser à des exemples d'inventions dont on voit mal le bien qu'elles pourraient procurer à l'humanité. Neutralité technologique, resquiescat in pace. Voilà, vous l'avez sur 3 étages et la neutralité est prise en défaut à chaque fois. C'est vraiment une idée fausse. En revanche, c'est une idée qui arrange bien l'industrie du numérique. Alors, des biais, quand on fait de la modélisation, il y en a partout. Mais le plus prégnant en apprentissage machine, c'est donc celui qu'il faut impérativement comprendre, et celui qui naît des données d'apprentissage. Et c'est celui-là qui est incriminé lorsqu'on prend l'exemple des méchants algorithmes racistes. L'IA reproduit ce qui est présent dans les données d'apprentissage, et qu'on soit en mode supervisé ou non d'ailleurs, et si certaines données importantes ne sont pas présentes dans la base, le phénomène réel F est mal approximé, estimé par F chapeau de tout à l'heure,
Et donc, on obtient des biais en appliquant benoîtement le modèle obtenu. L'exemple le plus célèbre d'algorithme biaisé est une classification d'images proposée par Google en 2016. Ça arrive au meilleur, ils ont corrigé depuis, et qui classait allègrement les photos d'Afro-Américains dans la catégorie Corée. Et alors là, vous avez plusieurs réactions possibles. Premièrement, vous criez au scandale. Vous avez raison, cette classification est infamante, ça va sans dire. Deuxièmement, vous dites que l'algorithme est raciste. Par contre, vous avez tort parce que vous prêtez des sentiments à un algorithme. Troisièmement, vous dites qu'il faut surveiller la manière dont sont faits les algorithmes et pour quelles finalités ils sont utilisés. Et là, vous avez tout compris. Pourquoi l'algorithme fait des erreurs de classification aussi grotesques? C'est parce que sa base d'apprentissage n'est pas représentative. Il n'y avait pas assez de personnes noires. Donc, le modèle vous sort avec sa meilleure probabilité, ce qui est, compte tenu de sa base d'apprentissage, le plus proche en termes de distance dans un espace mathématique mystérieux. Je rappelle en effet que dans le cas des réseaux de neurones, il s'agit d'une boîte noire, et donc on ne peut pas savoir exactement quelle est la nature des rapprochements effectués, du moins pas encore. Voilà. Donc, une autre possibilité était, si je pousse un petit peu le bouchon, là, que la personne qui a fait la labellisation a fait exprès d'étiqueter les photos en question sous le label gorille. Alors, bien sûr, on l'exclut dans le cas d'espèce. Le vrai problème était la sous-représentation des photos en question. Mais en toute généralité, les erreurs commises par le modèle peuvent aussi venir d'erreurs de labellisation à notation. On crée des exemples, il faut bien que quelqu'un fasse, qui viendront rogner sur les performances du modèle. C'est une bonne illustration, ça, du caractère probabiliste de machine learning. Je parlais en début de présentation, puisque l'ordinateur calcule une probabilité sur la foi des corrélations trouvées, vous sort la plus élevée et vous propose le résultat associé. Et s'il vous fait pleurer, ce résultat, ce n'est pas trop le problème de la machine. Faire un modèle relève donc d'une sacrée responsabilité, surtout quand ils peuvent être produits aussi aisément avec le machine learning, quelques lignes de code en Python, ou bien des services cognitifs, maintenant de Clouders. Enfin, vient la question fondamentale des finalités. Pierre de touche de la loi informatique et liberté, ce n'est pas un hasard. En vérité, un modèle peu performant commet parfois des erreurs grossières. En tant que c'est pour être mis en œuvre dans un jeu vidéo, on n'en a rien à faire. Ce n'est pas grave s'il se trompe. Mais quand il s'agit de prendre des décisions qui peuvent avoir un impact significatif sur vous, émotionnel, juridique, il faut regarder ça de plus près. En data, en IA, lorsque l'on parle d'éthique, est souvent associée la problématique de la protection des données à caractère personnel. Et ce n'est pas tant l'association qui, bien sûr, qui est problématique, que la stricte identification à laquelle il est parfois procédé, car, comme bien souvent en matière d'éthique, mis à part des atermoiements, on n'a pas grand-chose à dire et encore moins à faire. Tandis que de parler de protéger vos données, voilà une activité noble, pas trop compliquée, sur laquelle, du moins en France, on a de l'expérience. Et quand ce type de sujet complexe, opaque, difficile, atteint la sphère purement marketing, vous pouvez être sûr qu'en plus, on se paye ouvertement votre tête, même si on ne la voit pas. Reconnaissons tout de même qu'il y a un paradoxe de la privacy chez la plupart des gens. Ils sont aiguillonnés pour demander plus de transparence et moins d'usage de leurs données personnelles, tout en utilisant massivement Google, Facebook, Amazon, etc. Les GAFA s'approprient donc cette tendance pour leur marketing. Une illustration avec cette superbe photo que j'ai prise. Et s'ils le font, comptez que c'est pour renforcer leur position, la philanthropie n'étant qu'un moyen assez secondaire de faire monter les cours de bourse. Il est naturel que, devant des peurs, qu'elles soient irréalistes, à la Terminator, ou malheureusement plus sensées, comme celle suscitant une critique de la monétisation de l'attention, ou des tentatives d'opposition aux États par des sociétés milliardaires qui, sous couvert d'idéaux libertariens, promeuvent en réalité une nouvelle dictature, écrivains, philosophes qui ont parlé de ça, reviennent inlassablement à la convocation de l'éthique.
Alors l'éthique, vous savez, c'est ce drapeau blanc qu'on agite un petit peu vainement et qui confère à celui qui prononce ce mot onctueux la supériorité de l'aura moraliste. D'aucuns diront qu'il s'agit plus d'un exorcisme, la photo qui est en haut là, venant avec la formule incantatoire remettre l'humain au centre. Dans une tribune publiée à l'occasion des 20 ans de Google, non, c'était pour rester dessus, le DG, donc le DG de Google France, affirmait l'engagement de sa société. Je le cite, hein, nous sommes convaincus que le succès de la France dans cette transformation nécessite plusieurs actions, une meilleure compréhension des outils numériques et une évolution radicale des organisations plaçant l'individu au centre. Alors, des personnes de la connaissance se sont demandées au centre de quoi? Eh bien, j'ai trouvé la réponse dans la suite du texte. Sens, confiance, transparence, remettre l'humain au cœur de son métier grâce à l'IA. Non, ce n'était pas de la logomachie, seulement du marketing. By the way, vu sur une présentation qu'on a montrée avec Clouder, qui donnait des explications pour faire de la labellisation, je crois que j'avais mis. Les données sont acheminées vers une intelligence humaine uniquement si le modèle d'apprentissage actif ne peut pas les équiter en toute confiance. Moi, je trouve ça extraordinaire. Assez amusant quand même ce renversement de situation. Donc, on n'envoie plus les tâches répétitives et rébarbatives à faire à la machine. Non, c'est la machine qui envoie vers une intelligence humaine ce qu'elle ne peut pas traiter. Le mythe de l'IA par opposition à l'IH, voilà comment on vous remet au centre. L'arsenal de l'éthique en IA vous parlera, en plus de la protection des données à caractère personnel, de transparence des algorithmes, d'explicabilité des décisions, de transformation bibili-babili-bou, l'important c'est la façon de le dire, de boîte noire en boîte blanche, d'équité, de frugalité, d'éco-responsabilité, bref, on est en plein dans la mouvance quand dire c'est faire. Bon, c'est malgré tout un sujet extrêmement sérieux sur lequel se penche d'ailleurs le législateur européen, et il n'est, bien entendu, pas le seul à se pencher sur un gâteau aussi appétissant. Au-delà des remarques sur la pluralité des éthiques, il me semble qu'agir avec éthique a pourtant une définition fort simple, ne pas nuire aux gens. Les philosophes vous diront qu'il s'agit aussi de ne pas les dessaisir de leur capacité à s'autodéterminer, on parlait. Seulement, l'évaluation des conséquences de la mise en marché à grande échelle d'artefacts technologiques semble bien timorée, tout de même, en regard des perspectives commerciales juteuses qui en découlent. C'est le cruel destin de l'éthique. On la convoque la main sur le cœur, mais on la renvoie la main sur le portefeuille. Arrêtons-nous tout de même un instant sur le terme le plus important de cet impressionnant arsenal, explicabilité. On vient de parler de peur, on connaît par ailleurs les dérives de la bureaucratie. Imaginez alors une bureaucratie algorithmique, c'est-à-dire l'adoubement légal d'une prise de décision concernant par une machine non programmée explicitement pour ce faire. La société qui vous l'a vendu a indiqué que la machine fonctionne, des choses, mais comme elle utilise des modèles d'IA, on ne va pas trop expliquer les décisions qu'elle rendra, mais ça marche. Bon, bref, on se retrouve dans un cauchemar kafkaïen. Alors, on se dit un peu naïvement que si on était capable d'expliquer les résultats de la machine, sa décision deviendrait acceptable. L'idée, ce serait alors de rendre compréhensible, transparent, des algorithmes complexes et de pouvoir rendre compte de la manière dont les résultats des boîtes noires ont été produits. Cette démarche est quelque peu surprenante, me semble-t-il, à l'égard d'objets qui précisément sont difficiles à expliquer. Non seulement la transparence est un mythe, mais cette mauvaise habitude de se gargariser avec de l'explicabilité passe à côté d'une vraie éthique qui consiste non pas à faire semblant d'expliquer l'inexplicable, mais à ne pas utiliser l'inexplicable dans les processus où l'on n'en veut pas. Et c'est là que se situe le conflit d'intérêts. Certaines personnes en veulent et d'autres n'en veulent pas. Lequel de ces deux clans prendra le pouvoir? La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure.
Personnellement, je crois plus en la formation et la pédagogie qui permettent de donner aux personnes désireuses de prendre à bras-le-corps les questions de société les moyens de le faire. Comprendre de quoi l'on parle d'un point de vue scientifique permet d'entrevoir les problématiques qui s'annoncent et de contribuer par là au débat au lieu de se voir imposer les volontés d'entreprises commerciales. Sans cela, l'éthique de l'IA est le contraire d'une éthique puisqu'elle prétend faire quelque chose qu'elle évite. Je vais essayer de couvrir la sirène. Au terme de cet exposé, que nous faut-il retenir? Tout d'abord, il y a une hiérarchie dans le monde de la data science. Des phénomènes qui génèrent pas tout à fait tout seuls des données, qui peuvent revêtir la parure plus intéressante d'informations autorisant la modélisation, qui vous permet de prédire, mais devrait en fait viser le but plus haut de la connaissance et de la compréhension du phénomène dont on est parti. Je sais que c'est difficile de suivre avec la sirène. À l'opposé de cette hiérarchie se décline une toute autre réalité, le coup data, dont il faut faire attention qu'il ne devienne pas un coup d'État. Coup d'État des grandes entreprises du numérique, par exemple, sur les domaines régaliens, sur la santé, sur les libertés individuelles, etc. Nous allons illustrer quelques-unes des prouesses de l'IA et j'espère donner un aperçu de son immense potentiel, enfin accessible et abordable aux entreprises non spécialistes. Avec le paradigme de l'apprentissage machine, nous avons vu que les données dirigent la modélisation et font entrer les processus dans un monde probabiliste. L'IA a cela de commun avec l'intelligence humaine, qu'elle gère l'implicite. En revanche, il faut bien se garder de croire que l'IA reproduit le raisonnement humain, elle ne fournit que le résultat de celui-ci. Un certain nombre de limitations entachent d'ailleurs ce mythe de la machine qui sait tout, et donc le vrai danger des applications d'IA se matérialise lorsque les sociétés commerciales s'adressent à des entités ayant besoin de rendement, mais n'ayant que faire de comprendre le fonctionnement réel de l'objet technologique. Prenez l'exemple d'un profilage dont le but ne serait pas justement seulement le ciblage publicitaire. Afin d'éviter que la fonctionnalité de classement des personnes fournie par votre logiciel à base d'IA repose exclusivement sur une abduction étayée par des règles douteuses, naturellement à base d'IA, les corrélations repérées dans les données doivent être interprétées. Aussi, il vous revient de ne pas vous laisser impressionner par des déclarations du genre « nous on fait de l'IA », car l'IA n'est qu'un outil et ne renseigne en aucun cas sur ce qui est fait vraiment. Comprendre cela est en vérité la véritable transparence, la véritable explicabilité. Ainsi, méfiez-vous de cette rhétorique faisant partie de la panoplie du transhumaniste de base qui entretient des analogies abusives entre les performances d'AlphaZero, vous savez, la machine de Google qui bat tous les champions de Go, les réseaux de neurones et, je ne sais pas, le droit des assurances, par exemple. Certes, toutes les données ne sont pas libres et égales en droit, mais la difficile question de l'éthique en IA ne se résume ni à celle des données à caractère personnel, ni à quelques visions utilitaristes, comme la lutte contre les fléaux des temps modernes. S'opérerait alors un raccourci, procédant d'une identification abusive entre la solution, surveillance à grande échelle au hasard, et sa patronne tutélaire, la sécurité, souhaitée par tous, faisant de la reconnaissance faciale à la Big Brother une petite sœur éthique. Dans intelligence artificielle, il y a le mot intelligence et le mot artificiel. Je m'affilie, je pense que vous l'avez compris, plutôt aux gens qui vont critiquer le mot intelligence dans A en le questionnant, mais il faut savoir qu'il existe des personnes qui se chargeront de la critique du mot artificiel en le récusant. Alors, plutôt que de parler, comme les technocrates, d'IA de confiance, qui n'est au mieux qu'un vœu pieux, pourquoi ne parlerait-on pas d'IA prudente? Voici une véritable vertu qui nous remet en face de notre responsabilité vis-à-vis de l'avenir des autres et donc vis-à-vis de notre avenir. Merci pour votre attention.